Salut Marie! Allô, Catherine? Comment tu vas aujourd'hui? J'ai parlé à une amie hier, puis j'ai dit, tu sais quoi le son pour résumer ma semaine? Je suis comme rendue à la fin, là. On enregistre, c'est la dernière semaine avant mes vacances de Noël, puis j'ai crissement hâte. Mais au moins, le moral est bon. C'est comme le corps suit plus, mais la tête, ça va. Et toi? Ah, ben ça va, mais c'est ça, hein, souvent, décembre, on est comme excité par le temps des fêtes puis par les vacances qui s'en viennent, mais on est comme brûlé. Ouais. Non, vraiment contente d'enregistrer ça avec toi, mais vraiment hâte de plus avoir rien sur ma to-do list. Mais vraiment contente de vous présenter cet épisode super spécial aujourd'hui. Wouhou! Écoutez, on a fait une collab avec nos amis bolés du podcast Tout ou Pantoute. Fait qu'on a enregistré un épisode avec Alexandra et Laurie. Tout ou Pantoute, si vous les connaissez pas, c'est un podcast queer féministe interrégional qui vont débuter leur 3e saison en janvier. Puis honnêtement, on les adore. Ouais, puis on est vraiment contente. On se sent choyé qu'elle nous ait proposé cette collaboration-là. Puis Catherine et moi, ça faisait longtemps qu'on voulait explorer comme le thème des générations, les a priori par rapport aux milléniaux. Puis là, ben, on disait, cette collaboration, c'est l'occasion idéale d'en parler parce qu'à nous quatre, on représente pas mal comme le spectre de c'est quoi les milléniaux, les milléniales. Alors, on commence cet épisode en pataugeoire à parler justement des générations, des clichés par rapport aux milléniaux, de comment on se situe par rapport à ça, puis aussi de toute la culture pop, évidemment, qui est associée à notre tal générationnel. Puis après, en eau profonde, on va plonger dans le féminisme pour pouvoir aborder la place que ça a eu dans nos vies, puis dans notre développement, tout en faisant des parallèles avec le féminisme québécois des 30 dernières années. Et on va terminer l'épisode en beauté avec nos souhaits pour les générations futures. Hey, c'est-tu beau? Puis quoi de plus approprié en cette fin d'année 2021 que de regarder vers l'avenir, n'est-ce pas? Full concept. Et une petite mention aussi avant que l'épisode débute. On a enregistré cet épisode-là il y a quelques semaines. Alors, on m'appelle encore Marie-Hélène dans l'épisode, c'est bien correct, mais juste un petit rappel que je préfère juste Marie tout court maintenant. Alors, sur ce, bonne écoute! Ben bonjour, bienvenue dans cette amalgame entre deux eaux et tout ou pantoute. Moi, c'est Catherine du podcast Entre deux eaux. Moi, c'est Marie-Hélène d'Entre deux eaux et on a avec nous Laurie Perron de Tout ou Pantoute. Et moi, c'est Alexandra Turgeon de Tout ou Pantoute aussi. Allô! Yay, le fearsome foursome! That's Yeah! it! On est enfin réunis, puis ben, le premier segment, ça s'appelle la pataugeoire. Marie-Hélène, tu peux-tu nous dire comment ça se fait comme dans une pataugeoire, là? Explique-moi, là, je pense qu'on comprend pas. Oui, ben là, ça, c'est comme notre concept. Dans le fond, on a décidé pour cet épisode collaboration d'utiliser le format entre deux eaux, où est-ce qu'on a toujours une partie pataugeoire, où est-ce qu'on est un petit peu plus légère, un petit peu plus smooth, un petit peu plus pop. Fait qu'on va commencer tranquillement. Puis après ça, bon, on ira nager dans l'océan, là, en eau profonde. Mais là, la pataugeoire, c'est comme on se réchauffe, on fait des petits étirements, des petites flaques, là, tu sais, on se fait aller les pattes, puis c'est ça. Fait que bienvenue, on prend ça doucement, on est dans le pas On vit notre enfance tranquillement. Oui. Là. Oui. Fait que de quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, on a décidé de parler, comment on résumerait le thème d'aujourd'hui? C'est un peu l'idée de la rencontre des générations, des vieux millénials avec les jeunes milléniaux. On va voir un peu où on se situe, la génération Z, tout ça. Fait que, ben, je vous propose un peu là, de parler, ben, c'est quoi une génération en quelque part, là? Qu'est-ce qu'on est? Une génération, c'est Wikipédia, cette grande source, nous dit que c'est une période de 20 à 30 ans durant laquelle des gens ont le temps de naître, de grandir et éventuellement d'avoir des enfants. Mais les générations dont on entend souvent parler ces temps-ci, c'est ben, les baby boomers, la génération Z, la génération des millénials ou la génération Y. Vous autres, vous êtes nés quand? Vous rentrez dans quoi?
Là, faut-tu qu'on se nomme en ordre d'année, là? Puis là, c'est moi qui va parler en premier, là, c'est ça, là? Ben, bonjour, je me présente, Marie-Hélène. Je suis née à Laval en 1983. Et puis, j'ai vu un meme, v'là pas longtemps, qui était comme comment je me sens quand je scrolle jusqu'à mon année de naissance, quand il faut que je me crée un compte sur Internet, là. Puis c'est comme spin the wheel de. Ça finit plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'arrête plus de remonter dans le temps. Fait que voilà, je suis la plus vieille personne ici. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, comme tu es née entre 81 et 96, tu serais une milléniale? Oui, je suis une milléniale, mais comme toi, Catherine, je suis un peu réfractaire à l'appellation milléniale, là. Fait Oui. que, ouais, je suis peut-être plus une Y. C'est une question de préférence. C'est Ouais. clair. Ben moi aussi, née en 85, donc effectivement, je rentre dans la catégorie des plus vieux milléniaux dont je vais pouvoir vous parler très bientôt. Et vous? Ben là, si on y va en ordre d'âge, après, ça serait moi, mais je suis née en 91, Alexandra, de toute partout. Puis, c'est ça, techniquement, même génération que vous autres, mais c'est ça qu'on trouve intéressant de voir ensemble à quel point, finalement, avec à peu près 10 ans de différence, même si on est dans la même génération, il y a comme des choses qui se recoupent moins dans nos expériences de Mhm. vie. Ouais. Puis mais j'imagine que tu vas nous dire tantôt que la différence entre Y puis millénial, parce que là, Ou- vous vous êtes aventuré un peu. Oui, j'ai fait des recherches, je vais toutes vous OK, partager OK, ça. OK, j'ai hâte. Puis Laurie? Yes. Moi, je suis le bébé de la gang. Je suis née en 92 au Lac-Saint-Jean. Oh. Et donc, je suis sur la fin des millennials, si je suis bien correcte dans mes barèmes, mais tu sais, c'est flou, les générations. Ben flou. Mhm. Mais en théorie, à nous quatre, on est supposé d'être D'un bout à l'autre, pas genre mal. l'expertise Ouais. absolue des millennials. On couvre on- toute la période. On représente toutes les milléniales qui existent. Exact. Pas de Mais- pression. C'est pas vrai, gang, là. Pas vrai. Non, on fait des blagues. Mais c'est ça, j'ai essayé là parce que moi aussi, je suis bien mal à l'aise de me faire dire que je suis une milléniale, puis j'ai fini par comprendre quel était mon malaise en lisant justement sur ben, premièrement, en allant voir c'est quoi exactement les barèmes. Donc, je vous invite, pour vrai, si ça vous intéresse, il y a un graphique super cool sur la page de Wikipédia, sur la page Génération. Puis, c'est ça, là, fait qu'on voit vraiment que les milléniaux, c'est vraiment de 81 à 96. Puis, on écrit vraiment milléniaux / génération Y. Fait qu'on OK. n'oublie pas l'idée de génération Y, c'est vraiment des synonymes. Au fond, les milléniaux, le terme, il a commencé à être utilisé vers 1986, fait que ça fait quand même un moment. Puis, on parlait des milléniaux comme étant les personnes qui allaient soit graduer du secondaire ou devenir adultes au tournant du millénaire. Ah, c'est ça. Alors que ben, la génération Y, ben on s'entend, c'est le même groupe de personnes, mais le terme était plus justement pour suivre la génération X. La génération X qui serait née entre 65 puis 80, c'est la génération qui a suivi les baby boomers, puis qui serait un peu X vient d'un peu comme tu sais une génération qui est comme oubliée, effacée. Les baby boomers ont tellement pris de place, ils étaient tellement nombreux, ils étaient tellement exubérants, fait qu'il y avait comme le X qui était comme ça. Puis là, après ça, c'est comme si on a parti avec la génération X, Y et Z. Puis là, on aurait après la génération Alpha. Puis c'est vraiment parce qu'on se dit, ben là, après Z, il n'y a plus rien. Mais là, Alpha étant la première lettre de l'alphabet grec, c'est ça? Oui. Oui. Fait qu'on est comme, on part dans un autre alphabet. Là. C'est un peu ça la OK. nuance. Ah, parce que ça soit C'est ça. A, je catch. Fait que là, c'est dans le fond, parce que nous, en tant que Y, on est les enfants des baby boomers. Donc, pour les selleuses là, qui ont des enfants ici, vos enfants sont dans la génération alpha, c'est ça? Ouais. Ouais. OK. Puis C'est comme les ça. Z, c'est ça, c'est les cool, les ados sur TikTok, là, c'est ça. Exactement. Donc, la grosse chose qui caractérise là, la génération Y ou les milléniaux, c'est vraiment le fait d'avoir grandi avec Internet. Mais on va voir aussi que, ben, je sais pas vous, là, tu sais, mais comme, tu sais, en tout cas, moi, je sais que moi, j'ai pas grandi avec Internet. Internet est arrivé quand j'étais au secondaire, là, Ouais. tu sais, comme on s'entend que l'Internet, tu sais, il y a une différence entre l'Internet
qui a été inventé, puis l'Internet qui est rentré dans nos maisons, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui... Parce que c'est ça qui est drôle, c'est qu'aussi les milléniaux, ils ont une super mauvaise presse. On se fait dire que, tu sais, tous les torts de la société sont de notre faute, que si on arrêtait de s'acheter des lattés puis des avocats, on pourrait s'acheter une maison, tout en tenant pas du tout compte de la crise du logement, de l'inflation immobilière, tu sais, c'est comme... Qui sont des trucs que c'est pas nous qui avons fait, on s'entend, là, on Ouais. était trop jeunes. Fait que c'est un peu ça qui caractérise, c'est ça, là, la génération. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous sentez plus Y ou milléniaux, vous autres? C'est une bonne question. Ben moi, je pense que j'ai pas nécessairement de problème à être associée à milléniaux, mais comme toi, ben non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu l'arrivée d'Internet quand même plus jeune que toi, évidemment, mais Mhm. c'est quand même arrivé tard. Tu sais, je pense que j'étais peut-être en 5e année. J'en parlais avec ma mère hier autour d'une table. J'étais comme moi, j'avais quel âge quand on a eu l'ordi dans la cuisine? Tu sais, j'avais vécu mon enfance déjà, là. Mhm. J'étais prête à passer à l'adolescence aussi. Fait que la question de la technologie qui marque quand même vraiment les générations puis que les gens ont tendance à utiliser pour définir les milléniaux, dans le fond, qui sont arrivés avec Mhm. Internet, ben ça me représente comme à moitié. Mais hier, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un site que je vais essayer de vous retrouver, là, je vais les mettre dans les notes parce que je le cite, hein, mais tu vois, j'ai déjà oublié c'était quoi, mais qui était vraiment intéressant parce qu'il disait que la génération Y ou les millennials avaient grandi avec l'arrivée d'Internet, alors que Ouais. la suivante, les Z, ont grandi avec le web, tu sais, sont nés, Mm. puis Mm. sont nés avec le web, et la Mm. suivante est née dans le numérique, tu sais, alors qu'il est Mm. déjà partout. Puis là, je trouvais que c'était une Ah. distinction intéressante, tu sais. Ouais. Nous, Full. c'est ça. Fait que, en tout cas, millennials, moi, j'ai pas de problème. Puis Y, étonnamment, j'ai jamais eu le temps de m'y attacher. C'était déjà millennials, on dirait, quand j'ai pris la Mm. peine de réfléchir à ça. Moi, je me rappelle d'un jeu de cartes qui s'appelait Génération Y, que c'était des questions. Je sais pas si vous vous rappelez Ah de ça, mais que oui! c'était Oui, des oui, questions je l'ai de aussi. Oui, culture oui. générale. Fait qu'on dirait, à cause de ce jeu-là, que je connaissais vraiment. C'est un genre de jeu de trivia de culture pop de la génération Y. Puis je me rappelle à quel point je connaissais toutes les réponses. Fait que c'est sûr que je m'identifie un petit peu à la génération Y à cause de ce jeu-là. Mais Ouais. comme... Sinon, mais je suis pas d'accord avec toi, Laurie, que comme... Moi, tu sais, c'est ça. Tu sais, ça peut être exagéré de faire des générations qui sont aussi courtes, tu sais, ou de voir les générations d'une façon aussi comme dans des périodes de temps aussi courtes, mais effectivement, entre être né puis avoir vécu son enfance sur Internet puis avoir vécu l'arrivée d'Internet puis naître dans une société qui est vraiment déjà super numérique, c'est quand même une Les grosse différence dans la façon de Alexa. grandir. Ouais. Ouais, les téléphones intelligents, tu sais. Ouais. Justement, l'enfant de Catherine, elle parle à Alexa, là, ou je sais pas Ouais. trop quel système vous avez à la maison, tu sais, comme, Ouais. elle peut se faire jouer des tunes, tu sais. Elle-même, c'est différent, tu sais, c'est comme, Ah oui. ça devient, le mot en anglais, c'est ubiquitous, là, tu sais, c'est comme, Mhm. on se pose plus la question, c'est vraiment intégré dans le monde dans lequel on vit, Ouais. puis c'est ça, on est, Ouais. en tout cas, moi, j'ai grandi dans un monde très, très analogue. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Ben, c'est intéressant que tu dises ça, Marie-Hélène, parce que, tu sais, toi aussi, t'avais comme, tu disais tantôt que tu avais comme un problème avec d'être associée à une milléniale, puis je pense que j'ai trouvé la source de notre problème, puis j'en avais déjà entendu parler, la notion de geriatric millennial, fait que les milléniaux Mhm. gériatriques. J'ai comme fait des recherches sur le terme, comment ça a été popularisé, puis on dirait que ça vient comme me dire « OK, c'est bon, je suis une milléniale gériatrique », puis ça vient de régler la question. En tout cas, pour moi, c'est que, dans le fond, c'est l'autrice Erika Dhawan qui, dans un article récent là, dans Medium, a popularisé l'expression milléniaux gériatriques. C'est pas elle qui l'a inventé, mais c'est pas mal elle, après ça, que ça s'est comme envolé. Puis c'est vraiment d'écrire une micro-génération qui serait le début des milléniaux, donc à peu près entre 1980 86, 7 à peu près. Puis c'est des gens qui sont confortables à la fois dans des formes de communication analogue et digitale. Ah. Fait que c'est vraiment le fait d'avoir vécu les modes de communication dans les deux qui font qu'on n'est pas des problèmes comme des fois les gens peuvent essayer de nous faire croire, mais on a des super pouvoirs. On est capable de communiquer avec tout le monde. Yo, tellement Yeah. une chance qu'on est là. Ça me Ben fait du bien d'entendre ça. Ah, Ben, ouais. c'est ça. Puis, en même temps aussi, ce qu'elle disait, c'est que c'est un terme qui a été
pour distinguer les milléniaux parce que justement, on parle souvent des digital natives, donc tu sais, des personnes qui sont Mhm. nées dans le numérique, mais en quelque part, c'est pas vrai pour les plus vieux, mais en même temps, on est capable de communiquer avec... On est bien adapté. Ouais. C'est ça, on est comme vraiment la transition, fait que c'est normal qu'on soit un petit peu un pied d'un bord, un pied de l'autre, mais Ouais. on est meilleur que les autres. Mais c'est cool. Mais je sais pas s'il y a une distinction à faire aussi parce que, pas une distinction, mais dans le sens où moi, je fais partie des jeunes milléniaux, Oui, clairement. Tu sais, je suis née 4 ans avant la fin de la génération, la fin officielle. oui. Mais je suis née au Lac-Saint-Jean, puis Mhm. l'accès Internet a existé, puis tout le monde a l'Internet ici aussi en grande partie, mais je veux dire, ça a été plus tard, c'était pas les mêmes Hmm. réseaux. Fait que je me demande si, ben, évidemment, là, à l'intérieur des régions, il y a des changements, Oui, Ben évidemment, oui. il y a un évidemment. décalage. Mm. Ah. Fait que ben c'est ça mon tour d'horizon des générations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres suggestions de noms de génération que vous voudriez proposer plutôt que milléniaux Ben, je sais qu'on a longtemps, au Québec du moins, parlé de la génération passe-partout, là. Tu sais, Ouais. les enfants qui avaient été élevés soit avec les émissions originales ou les reprises des émissions originales jusqu'à la passe-partout nouvelle génération avec Tintinabule, etc. Mhm. Puis je pense que ce qu'on pourrait appeler la génération passe-partout, elle remonte un peu plus loin que les milléniaux, là. Fait qu'elle inclurait les Ouais, milléniaux et milléniales gériatriques, mais aussi ceux qui sont comme nés les X. vers le milieu fin des années 70. Ouais. Mais je pense que, parce que, tu sais, pour avoir déjà eu, par exemple, des partenaires qui étaient un petit peu plus vieux que moi, culturellement, on connectait, tu sais. Fait que Génération Passe-Partout, ben là, il y a la nouvelle génération de Passe-Partout. Fait que là, peut-être que ça mélange tout le monde, mais reste que pendant longtemps, moi, je trouvais que ça me représentait bien. Ou, tu sais, les 100 watts, tu sais. La génération 100 watts, la génération Spice Girls. Mais là, je veux pas te voler ton punch, Catherine, mais toi, je sais que t'as Bon. vraiment connecté quand t'as vu ça quelque part récemment sur Twitter, là. Ben oui, la génération Spice Girls, je suis comme parfait. Arrêtez de me parler de milléniaux gériatriques. Je suis la génération Spice Girls et ça vient de clore la Ah non, discussion. carrément. Laurie et Alex, diriez-vous que vous êtes la génération Pokémon? Ah, peut-être! Tu vois, j'ai pas pensé aux Pokémon. Moi, j'ai pensé aux Venga Boys puis aux Teletubbies, mais Ah! Pokémon, c'est pas pire. Mais je pense que j'ai mis le doigt sur l'événement culturel qui a marqué ma génération et c'est la micro-génération qui a vécu vraiment comme un choc insurmontable la fin de Canal Famille, la génération qui a vu l'arbre, Oui. le logo se faire pour la dernière fois, puis après les quelques minutes de coupe de signal absolument avant VRAC TV. Ça a été tough. Puis Fait que moi, je pencherais à la génération de ça. la Ah ouais. déception de Oui. l'arrivée de VRAC TV. Le Ouais. genre de what the fuck? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vraiment. Moi, je me souviens tellement de ce moment-là, là. Ouais. Je relate. C'est vraiment un maudit bon point. En même temps, je dis la déception, mais on est aussi c'est ça, la génération qui s'est adaptée à VRAC TV puis qui a eu comme des Ouais. émotions positives par rapport à genre Méchant Changement et autres émissions un peu niaiseuses, mais ouais, je trouve que c'est vraiment un bon point. C'est début 2001. Ah. On a vu la fin de Canal Famille, genre fin, comme en décembre 2000 et That's 2 it. janvier 2021, c'était VRAC TV. 2021? 2001. 2001, hey, mon Dieu, hein? 2001 avec, évidemment, l'émission Réal TV et Réalité. Ouais. Je me rappelle de la première émission, c'est pas mêlant. Puis j'avais 6 ans finalement. C'est fou. C'est fou! Ouais. Ouais. Mais on checkait beaucoup la télé, tu sais, quand on était Ouais. enfant, fait que c'est clair que ça nous Ouais. marquait. Mais il y a ça aussi, tu sais, comme la télé qui joue en background, tu sais, Ouais. c'est plus quelque chose qu'on voit vraiment, tu sais, c'est comme les gens sont sur Internet ou sur leur téléphone, choisissent Ouais. ce qu'ils écoutent. T'es plus comme un passif récepteur de ce qui se passe, tu sais. Non. Mais là, cette belle discussion sur les produits culturels qui sont propres à notre génération m'amène à vouloir faire un petit tour de table phoné. Je nous ai préparé un petit questionnaire. Ah, Puis yes. j'aimerais ça qu'on passe chacune à nommer là, nos différents éléments. Puis après ça, on pourra réagir. Fait que j'ai 4 questions. Et puis là, je vais vous demander de chacune nommer
votre élément, puis ensuite, on pourra réagir et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fini le questionnaire. Alors, je commence. Alors là, je vous demande, premièrement, de votre réponse, de nommer quelque chose qui est marquant pour vous, mais qui correspond aussi à votre génération, tu sais. Série télé culte. OK? On va commencer en ordre alphabétique, tiens. Alex, quelle est ta série TV culte que tu considères là, de ta génération, ta micro-génération? Je peux-tu en dire 2? Sure. Sure, OK, pardon. Parce que c'est pas sur le même poste, puis c'est différent, mais là, moi, j'avais pensé à Sabrina l'apprentie sorcière, qui passait genre, tu sais, traduit, genre à VRAC TV, puis Ramdam, qui était vraiment l'âge là, pré-ado, là, que j'étais à fond dans Ramdam. Là. Puis si je regardais ça à mon âge, je serais probablement tout à fait traumatisée par à quel point c'est pas de la bonne télé. Mais ouais, je pense que mon âge était là. OK, excellent. Catherine, série télé culte? C'est Radio Enfer. Je pense que Ouais. c'est ça qui a marqué mon passage de l'enfance à l'adolescence. Et je pense que je suis contente de voir des pages de mimes qui commencent à un peu montrer Radio Enfer. Je me sens vue. Laurie? J'en ai 3. C'était Mixmania, Star Academy puis le S-Club 7. Oh my God, S Club 7! Yes! Je suis vraiment d'accord avec ces 3 choses-là aussi. C'était vraiment à Club fond. 7 à Miami. Oh my God, que de bonheur. Moi, ce qui se passe, guys, là, faut que je vous c'est pas une confession, mais l'affaire, c'est que moi, j'ai 10 ans de différence avec ma sœur. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont dans votre tal, Alex et Laurie, mais que j'ai consommé un peu comme par procuration, tu sais, comme je connais beaucoup trop de choses sur les Pokémon alors que j'ai jamais écouté ça, tu sais. Je connais la chanson thème, je peux pas faire le rap des Pokémon, mais comme je peux chanter un bout de la chanson thème. Fait que c'est ça, tu sais, puis Ramdam, j'étais beaucoup trop vieille, fait que moi, j'ai pu vraiment faire l'expérience first hand à quel point c'était cringe. Tu sais, c'est ça, j'avais comme un pied dedans, tu sais, à cause de ma sœur, mais en tout cas. Fait que ben pour moi, la série Téléculte, c'est pas une série d'enfance, mais écoute, c'est tellement marquant. Moi, je pense que c'est venu sceller mon intérêt pour la culture américaine puis la culture d'ado américaine. Mais moi, c'est Dawson's Creek. Comme j'ai tellement capoté sur la première saison, je connaissais des scènes par cœur, j'ai tout enregistré. À un moment donné, mon amie, elle m'avait invité à son party de fête, puis j'étais comme... je suis pas sûre que je peux y aller parce que il faut que j'écoute Dawson's Creek, puis il faut que je le tape sur vidéocassette, puis il faut que j'enlève les pauses publicitaires. Fait que j'étais comme, je suis pas sûre que je peux venir à ta fête, tu sais. Elle avait pas trouvé ça nice. Mais ça, c'est clairement de l'agissement de millénial gériatrique. Alors, on poursuit notre tour d'horizon culturel, générationnel, avec, je vous demande une artiste musicale marquant. Ça peut être un groupe qui est représentatif de votre micro-génération. On continue. Alex? OK, mais c'est parce que moi et Laurie, on sait comme... On peut-tu le dire comme en équipe? Parce que c'est un peu la même. OK. C'est Star Academy, genre 2003. Ouais, genre le premier, là. Tu sais, genre l'album... Moi, ma réponse, c'est la même que pour la série culte. C'est Mixmania, Star Academy, S-Club 7. Je veux dire, c'est sérieux, là. Sûrement Simple Plan, malheureusement. Là, ouais, c'est ça. Oui. Des groupes de boys un peu emo, là. Les Killers, Green Day. Moi, j'aimais James Blunt, là. Genre de cochonnerie des années 2000, là. OK, ben wow, merci. Catherine, ouais, vas-y, Catherine. Moi, j'ai vraiment choisi les Spice Girls Okay. parce que je trouve que ça a eu un impact sur... Tu sais, c'est ça, là, moi, j'ai déjà raconté que en 6e année, on avait un groupe de musique hommage aux Spice... un groupe de danse, en fait, devrais-je dire, hommage aux Spice Girls. Tu sais, c'était comme c'était rassembleur, c'était plus qu'un groupe de musique, c'était presque un mode de vie, là, tu sais. J'ai pas le choix de dire les Spice Girls.
C'est un excellent choix. Moi, à l'autre bout du spectre pop féministe, moi, j'ai choisi Alanis Morissette. Ah, mais là, Oh, OK. oui. Ça, moi, je le disais pas, c'est pas ma génération, mais comme je suis team Alanis en esti, là. Ouais. C'est Écoute, ça que j'écoutais aussi. le nombre de colère qu'elle m'a permis de ressentir, sortir avec mon Quelle Discman queen! dehors, Ouais. puis Ouais. là, dans ma Ouais. cour, juste comme écouter Jagged Little Pill, là, j'ai usé cet album-là à la corde. Une chance, justement, que c'était sur CD et non sur cassette, parce qu'elle aurait sûrement pété. Prochaine question. Je vous demande, guys, gals, and non-binary queens, de me nommer un item de mode qui a marqué votre génération. Puis là, item de mode, là, on parle pas juste de vêtements, là. On peut parler d'un style, on peut parler d'un outil. En tout cas, allez-y. On commence par Alexandra. OK, moi, je viens d'Abitibi. Fait que je pense que la mode était pas nécessairement en même place qu'ailleurs au Québec en même temps, comme on parlait par rapport à la connexion Internet tantôt. Ceci étant dit, quand j'étais au secondaire, moi, je peux pas m'empêcher de penser aux cheveux parce que c'était vraiment important, les cheveux pour les adolescentes. Puis moi, j'ai les cheveux très, très bouclés. Puis la mode, c'était vraiment tout le contraire, les cheveux avec aucun volume, raides comme des baguettes. Fait que j'ai passé des heures et des heures et des heures à m'aplatir les cheveux. Puis tout le monde a eu les cheveux blonds en même temps. Tout le monde a les cheveux comme noir teints de cette couleur noire teinte Ouais. en même temps. Puis tout le monde se faisait des espèces de petites crêtes de coq avec des espèces de grosses barrettes. Arc, c'est Grosses tellement... pinces. J'ai toujours haï ça. Ouais, moi Excusez, pas moi, je peux là. Moi, pas j'étais... réagir. Ouais, non, ça, je peux aller là. Mais ni dans la teinture dégueulasse. Mais ouais, c'était vraiment... les cheveux, là, c'est particulier. Début des années 2000, là. Mais 2003 Ah ouais. 2008, là, mon secondaire, c'était pas facile, là, les cheveux. Moi, j'étais allée à mon bal de graduation avec ma belle teinture noire avec effet bleu, avec reflet bleu. C'est ça. Voilà. Quelle Moi histoire. aussi, j'avais les Sérieux. cheveux en partie bleus à mon après-bal, à mon bal, puis ouais, traumatisme. Ben Catherine, c'est quoi ton item de mode? Ben, là, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est que vu qu'on est un petit peu dans les débuts d'Internet, je pense que les trends étaient peut-être pas aussi répandus là, uniformément au même moment que ça peut l'être aujourd'hui. Mais moi, la trend qui était, en tout cas, dans mon école secondaire, puis je pense aussi c'était les pantalons pattes d'éléphant, mais DIY. C'est-à-dire que les gens prenaient leurs jeans, défaisaient la couture du bas jusqu'au genou, puis venaient mettre un triangle de tissu, idéalement le plus contrastant possible. Il y en avait qui mettaient là, des motifs de bébé ou des comme de pyjama ou whatever. Fait que c'était ça. C'était le... Ça s'est C'était la rendu à trend. Laval aussi, je peux te confirmer. Oui, Ah, ça oui. s'est pas rendu à Amos, en tout cas. Non, ce qui s'est passé. Puis Laurie, toi, ton item de mode? Ben, je pense que j'ai réfléchi, toujours avec ma mère, hier. Je dirais, pour ma génération, on peut pas passer sous silence, les gilets bedaines en combinaison avec les tailles basses. Oui. Les culottes taille basse. Ça, c'était comme un gros Le choc, plus je de pense. torse. Le Merci, plus de Brittany. bas torse possible. Ouais, ouais. Puis les bracelets en métal, là, en paquet de 25, métal ou en caoutchouc, là, il y avait les deux options. Ah Il fallait que tu ouais. portes toute la gang. Là. Cling, Il voulait cling. dire quelque chose, me semble. Si tu avais couché avec quelqu'un, tu mettais telle couleur. Ben ça, c'est la légende urbaine, là, que, Ouais. en tout cas... Moi, ça n'a rien voulu dire, ever. Ouais. Je sais. Non, c'est ça. Et il reste moi-même, Marie-Hélène. Moi, je pense que là, j'ai le goût d'en... En fait, j'aurais pu en nommer plusieurs. J'aurais pu nommer les colliers tatou. J'aurais pu nommer Ouais. les petits sacs en toutou. J'aurais pu... Ben, en fait, je pense que mes deux choix, moi aussi, c'est capillaire. C'est... En fait, j'en ai un qui est capillaire, puis j'ai un autre, c'est un élément de maquillage. Le mascara à cheveux. Ah oui! ouais. Tellement! C'est bon. Dior même en faisait, là. C'était Shit. intense. Fait que c'était un mascara de couleur, puis tu te passais des mèches. Fait qu'il y en avait des blonds, il y en avait des bleus, il y en avait toutes sortes de couleurs. Puis tes Ça, cheveux c'est- devenaient dégueulasses. Ah Hey, mais non, c'est mais ça clair. faisait pas Ouais. du tout une Tu belle vois, moi, texture, j'aurais jamais pu faire là. ça avec mes cheveux. Non. Ah non, ça Ouais. aurait été un struggle, en Mm. effet. Ouais. Ouais. Mais fait que les mascaras de cheveux puis les rouges à lèvres frostés. Comme les Ah. rouges à lèvres avec fini frosté. Comme on n'a plus ça aujourd'hui. On a les finis satinés, les finis mat, mais le fini frosté, c'est resté à la fin des années 90. C'est très bien comme ça. Moi, je me rappelais, CoverGirl avait sorti une collection. C'était toute une collection genre
crème glacée, sorbet, puis là, c'était un rouge à lèvres, il y en avait un vert, puis fait que tu le mettais, puis ça faisait vert, mais comme au fur et à mesure que tu le portais, il devenait rose. Il y en avait un bleu, puis il y en avait un orange. En tout cas, j'en avais 2 sur 3. J'ai fait des recherches Google. Même Google a décidé, non, on veut plus voir ça. Genre, ça n'existe plus. Mais moi, je m'en rappelle des rouges à lèvres frostés. Mais c'est dommage, si tu les retrouves, tu me diras, parce que là, moi, plus que ça fait bien que ça soit resté dans ce temps-là, plus que ça me tente de les ressortir. En même temps, c'est ton genre, là. C'est vraiment mon genre. Wow! Ah, ben là, fait qu'on on arrive à la fin de mon petit questionnaire quiz funky funny. Mais en terminant, je nous demanderais quelle est la page de mime qui correspond le mieux à notre tal générationnel. Je sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir, mais sinon, spontanément, Alexandra. Est-ce que... Ben, en fait, moi, la page de mime qui me correspond d'une façon plus nostalgique, c'est Québec Nostalgie, parce que on est pile dans la génération Canal Famille déchu. Donc, c'est ça que j'aurais tendance à nommer. Mais je suis full d'accord avec le choix de Laurie qui s'en vient. Mais mon choix, il n'a pas rapport avec ma génération tant que ça. Il est vraiment plus relié à la région, puis c'est Skidoo Sled que j'adore. Ça me fait mourir de rire, là. C'est parfait. Genre, le 2e degré est idéal, là. Je pense que mon père pourrait dire exactement tout ça. Mon frère aussi, qui a la même génération que moi. Mais j'ai le goût aussi de faire un petit clin d'œil à Thomas de Des Mimes Gays, parce que veux pas, comme toutes les références de culture générale qui sont pile dans nos années, il y a quelque chose, là. Tout à fait. Full d'accord. Mais je connais pas d'autres mimes, fait que je les ai toutes aimées. Mais moi aussi, j'ai choisi des mimes gays, puis c'est ça, mais ce que je me rends compte des mimes gays, puis je pense que pourquoi ça pogne autant, c'est qu'il y a un range assez large, je pense, là, dans les références, parce que j'ai comme l'impression que je suis un petit peu plus vieille que Thomas qui anime des mimes gays. Il y a l'âge à Laurie, right? Ah, tant que ça, OK. Je pensais qu'il était un petit peu plus vieux que ça, mais en tout cas, bref, comme je savais que j'étais plus vieille que lui, puis je suis clairement pas un homme gay blanc, mais il y a assez de références à Marie-Carmen puis au Bye Bye des années 90 pour que je me sente vraiment représentée. Ah oui. Puis moi, de mon côté, puis c'est drôle parce que, dans le fond, la page Instagram a été complètement abandonnée, là. Puis ça me représente bien parce que moi aussi, des fois, j'abandonne Instagram. Mais c'est 80s Baby, 90s Made Me. Sont encore assez actifs sur Facebook, là. Puis c'est vraiment comme tout ce que j'ai écouté comme durant mon enfance, ma préadolescence, des génériques de... Tu sais, c'est pas tant des mimes, en fait. C'est vraiment plus comme, tu sais, des génériques d'émissions, des références à des films, des affaires, des doublages douteux des années 80. Fait que voilà, shout-out à cette page. Puis pensée de soutien pour l'équipe qui a l'air de rusher un petit peu avec sa présence en ligne, mais en tout cas, c'est correct. Ils ont le droit d'arrêter aussi s'ils veulent. Là. Ben oui, voilà. On est fatigué, on devient un petit peu plus vieux, on est fatigué. En même temps, si c'est des millénials gériatriques, c'est bien correct qu'ils se concentrent sur Facebook parce que c'est ça leur niche. C'est là que leur monde est. Bon, ben merci de vous avoir prêté à mon petit exercice humoristico. Voilà, whatever, j'ai plus d'adjectifs, Ben, mais quelle belle nous avons pataugé, les amis. Puis là, ben, on s'en va doucement en eau profonde. Fait que là, on sent le courant qui arrive. Puis on va tranquillement s'en aller vers d'autres questions aquatiques, là, mais je pense que Alex, tu veux nous commencer doucement à nous amener ailleurs. Là. Ouais, moi, je suis en train de me dire qu'il est temps que je casse le party, parce que c'est ça qu'on fait, nous, les féministes. J'ai le goût de remettre carrément en question, en fait, la prémisse de toute notre conversation, parce que je me demande, en fait, c'est quoi l'utilité, puis c'est quoi la pertinence de parler de génération, puis je me demande même si ça existe, en fait, les générations telles qu'on les décrit. Parce que je pense que, je suis pas toute seule à penser ça, là, je m'en vais vous appuyer ça de lecture et de sources. En fait, qu'est-ce que, tu sais, plusieurs auteurs, autrices soulèvent, c'est que la représentation qu'on a des générations est vraiment basée sur un groupe qui est dominant, donc privilégié de cette génération-là. Tu sais, le groupe dont on entend parler, qui est souvent plus mainstream, qui va être les personnes blanches éduquées avec plus d'argent, c'est comme eux qu'on va
qu'on va regarder puis qu'on va dire « Ah, tous les, par exemple, baby boomers, Z ou milléniaux sont comme ça », alors que c'est pas nécessairement vrai. Puis j'ai lu un article du New Yorker par rapport à ça, puis en fait, ce qui est full intéressant, c'est que c'est issu du marketing, le concept de génération tel qu'on l'utilise en ce moment, mais ce qui me fait soulever que le concept de génération peut être intéressant pour parler de culture pop puis de produits, justement, du capitalisme, veux pas, parce que effectivement ils sont packagés pour plaire à un public qui va avoir été segmenté de telle année à telle année de naissance, mettons. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on se rejoint entre personnes qui sont nées de telle année à telle année parce qu'on a consommé les mêmes produits, puis la même télé, puis la même musique, mettons. Mais en tant que tel, il n'y a pas plus de différence dans la façon de penser, puis dans certaines caractéristiques entre les générations qu'il y en a à l'intérieur même des générations, finalement. Parce que ça dépend beaucoup plus de l'origine, du lieu de naissance, de l'orientation politique, de l'orientation puis de l'expression de genre, l'orientation sexuelle, de la culture d'origine, etc. Fait que c'est du statut, t'es-tu immigrant, t'es-tu citoyen du pays où tu résides. C'est vraiment des choses qui vont faire vraiment plus de différence, finalement, que ton année de naissance, dans la façon que tu vas vivre, puis ce à quoi tu vas penser. Fait que je trouve ça intéressant. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Ça a été défini parce qu'il fallait aussi parce qu'on voulait packager des choses pour les adolescents. Puis c'est beaucoup, on parle beaucoup de la culture des ados, tu sais, quand on parle de génération. Puis c'est pas étranger en fait, à tout le packaging, marketing autour du concept de génération. Fait que c'est à réfléchir quand on parle de génération, puis qu'on essaie de trop généraliser des fois ou qu'on se sent pas ressembler à notre génération. Je pense que c'est peut-être parce que ça existe pas, ou en fait parce que c'est un construit social capitaliste. Le capitalisme nous a oubliés dans le profilage, fait qu'on fit pas. Oui, c'est ça. Help! Mais tout ça me fait penser que, tu sais, comme si on dit les générations sont des construits sociaux, comme on pourrait aussi critiquer de la même façon les fameuses vagues du féminisme, puis dire que ça aussi, c'est un construit, tu sais. Puis peut-être qu'en terminant notre segment Pâte aux joueurs, j'aurais le goût de vous lire un extrait. Dans le fond, c'est un livre, c'est un ami qui m'avait donné ça à ma fête il y a quelques années. C'est un livre qui est sorti en 2010 quand même, mais c'est un recueil d'essais féministes qui s'appelle « We Don't Need Another Wave ». Fait que je vous lis là, quelques phrases que j'ai tirées de la préface du livre, qui est écrite par Lisa Jervis, qui est une des fondatrices de Bitch Magazine. Puis ce texte-là, dans le fond, c'est adapté d'un discours qu'elle a donné en 2004 au congrès de la National Women's Studies Association aux États-Unis. Donc, je lis. When feminists engage in this kind of nuanced, deprived conflation of age and ideology, we're doing little more than reinscribing the thoroughly debunked notion that we need to agree with each other all the time. As we all know, feminism has always held within it multitudes of ideologies, tactics, and priorities. The movement's two current generations have come to be painted as internally monolithic, but they are each as diverse philosophically as feminism itself. They have to be. They are feminism itself. There are elements of both that are playful and take pop culture as both their medium and their subject matter. There are elements of both that are relentlessly and appropriately serious. Combating rape and domestic violence was a key issue 35 years ago. Its importance has not diminished. Even if some views are more common among one generation than another, at their roots, these are ideological disagreements, but they can't be discussed productively while in disguise as generational. That disguise keeps us distracted from the real work before the movement today. Here's what we all need to recognize so that we can move on. Those in their 20s and 30s who don't see their concerns reflected in the feminism of their elders are ignorant of history. Those in their 50s and beyond who think that young women aren't politically active or active enough or active around the right issues don't know where to look. Mais je trouve que c'est full pertinent, puis c'est un peu genre le même argument que l'auteur de l'article du New Yorker que j'ai oublié de nommer, qui s'appelle Louis Menand, dit dans le fond, tu sais, c'est que c'est pas... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Ça sert à rien de se demander c'est quoi la différence entre les vagues ou entre les générations. C'est contre-productif, en fait. C'est vraiment une opération de division plus qu'une opération
Ouais. de regroupement, puis il faut faire attention à ça. Puis Françoise Vergès, qui est une autrice féministe aussi, en fait, dit la même chose que plus on parle en vague puis en génération, plus on accroît l'invisibilisation des courants qui ont toujours été là, puis des courants qui sont moins mainstream, puis c'est plate, en fait, puis c'est Ben pas oui. productif. Mm. Ouh, on entre maintenant en eau profonde et on arrête de niaiser, puis on rentre dans les sujets plus sérieux. Joke, on va continuer de parler de pop culture, mais bon, sous un autre angle, on va se questionner en fait ensemble sur l'évolution du féminisme en lien avec comme un peu nos phases de vie à nous autres, parce qu'on est des bonnes milléniales, puis on est centré sur nos nombrils, comme le veut le stéréotype. On va parler de comment le féminisme a évolué depuis qu'on est sur Terre, parce que c'est tout ce qui nous intéresse, la vie depuis qu'on est sur Terre. Exact. Fait que grossièrement, on va se demander, est-ce que le féminisme de l'adolescence de Catherine et Marie-Hélène a été différent de celui de moi puis Alex? Est-ce que ça a changé beaucoup en 10, 20, 30 ans? Puis on va régler tout ça dans le prochain 35 minutes parce que c'est de même qu'on fait ça, nous autres. On règle des dossiers. Mm. Puis on fait pas ça rien que parce qu'on est centré sur nous-mêmes, mais aussi parce que on sent un mouvement, en fait, un genre de tournant dans le féminisme, comment qu'on le vit puis qu'on le ressent, mais aussi comment qui est le féminisme peut-être plus mainstream tel qu'il est dans l'œil du public, puis dans l'œil des médias, puis dans la place qu'il prend dans la société aussi. Puis c'est comme un peu un prétexte de calquer ça sur nos évolutions de vie parce que ça fit. Fait que grossièrement, notre concept est très simple. On va y aller en ordre. Mon Dieu, c'est quoi l'ordre? En ordre Chronologique? d'ANS. J'allais dire l'ordre généalogique, mais je pense que je suis un peu. En tout cas, en ordre chronologique. Fait que le concept, Marie-Hélène et Catherine vont nous parler du féminisme tel qu'elles l'ont vécu dans leur réveil militant, fin adolescence, début âge adulte, genre. Puis après, on va prendre le relais, parler du féminisme contemporain ou en tout cas de ce qu'on en comprend, en sachant qu'on est potentiellement déjà trop vieille pour le terme contemporain. Fait que de ce pas, je donne la parole aux millénials les plus gériatriques de la gang et je me tais. Thanks, guys. Bon, c'est Marie-Hélène qui parle. Moi, on essayait d'identifier, dans le fond, c'est quoi un peu comme des moments marqués, des milestones, genre, tu sais, de nos histoires féministes. Puis moi, j'en ai retenu 3. Puis je pense que la première, tu sais, comme quand j'étais enfant, c'est quoi une féministe? La première image qui me vient en tête ou que j'ai eue, je pense, c'est le personnage de Micheline Langto dans le téléroman Jamais deux sans toi. Fait que, tu sais, c'était un stéréotype là, de féministe de ces années-là qui avait eu une carrière. Elle avait un enfant, mais tu sais, elle était pas, son identité de mère était pas principale, elle était pas en couple long terme, c'était pas une femme à la maison, elle était un peu chiante, quote unquote, tu sais, elle se pognait avec Jean Besseret, puis je sais pas si la série voulait qu'on trouve Marie-Josée fatigante, mais moi, je la trouvais rafraîchissante. Je trouvais ça le fun, une femme qui se fâchait à la télé. Je trouvais qu'on le voyait pas assez souvent. Je la trouvais sympathique, drôle, pince sans rire. Fait que même si culturellement la féministe était dénigrée, on dirait que moi je me suis comme reconnue ou identifiée à cette femme-là. Plus tard, tu sais, quand à l'adolescence, j'ai commencé à m'identifier comme féministe, j'étais consciente qu'il y avait des idées préconçues négatives par rapport à ça, mais ça me dérangeait pas, tu sais, d'y adhérer. Est-ce que ce personnage-là se définissait comme féministe? Ouais. OK. Ouais. Puis tu sais, c'était elle comme qui passait je dirais pas les messages parce que c'était Guy Fournier qui écrivait la série, mais tu sais, elle était comme un peu là la voix des féministes sur la série. OK. Un autre moment ou en tout cas quelque chose d'important dans mon développement comme jeune féministe, faut dire que moi j'avais des questionnements par rapport à mon orientation sexuelle à l'adolescence. Fait que tu sais, je cherchais des informations puis je suis tombée entre autres sur un site qui s'appelait girl.com, G-U-R-L, qui est comme un peu, je sais pas qui était derrière ça, mais tu sais, c'était comme un peu, tu sais, il y a eu la culture des zines dans les années 90 pour laquelle j'étais trop jeune, mais c'était comme un genre de zine en ligne, si on veut. Puis je me rappelle, entre autres, il y avait une page, ça s'appelait comme, c'était comme des définitions de différentes étiquettes, tu sais, puis là, comme tu pouvais cliquer sur une étiquette puis essayer de lire qu'est-ce qui était représenté par ça, puis je pense que comme mes premières définition, tu sais, du queer, des concepts comme la race, l'orientation versus le genre, j'ai comme vraiment pogné ça là, tu sais. J'adorais ce site-là. Je pense que j'avais des favoris, là, puis j'y allais comme vraiment, vraiment souvent. C'est Il y a aussi,
Oui, je suis contente d'avoir eu ça, tu sais. Ben oui. Puis c'est un des moments dans ma vie où le fait de parler anglais couramment est vraiment venu ouvrir des choses dans ma tête, tu C'est sais. clair. Un autre moment marquant dans mon identité féministe, en fait, c'est comme la première vraie job que j'ai eue dans le je dirais pas dans le communautaire, mais tu sais, rapidement, là, moi, à l'université, je suis allée à Concordia, puis j'ai appris sur l'anti-oppression, tu sais, puis les différents courants du féminisme, puis c'est vraiment là où, même si je m'identifiais comme féministe avant, c'est vraiment venu asseoir puis approfondir mon analyse. Fait que moi, j'étais quand même, au niveau intellectuel, social, j'étais féministe, mais j'avais pas, disons, nécessairement un côté très militant ou j'avais pas une très bonne connaissance des organismes féministes ou des institutions féministes au Québec. Puis j'ai passé une entrevue dans un organisme féministe en droit reproductif. Et puis j'ai eu la job. Puis là, il a vraiment fallu que je me pose la question. OK, ça va paraître sur mon CV toute ma vie que moi, j'ai travaillé dans un organisme qui, entre autres, se questionnait sur, tu sais, travaillait sur les questions d'avortement. Puis là, j'étais comme, OK, je suis prête là, à assumer ça, genre, professionnellement, à m'afficher comme féministe dans mon parcours. C'est plus juste comme un hobby, c'est vraiment comme ça fait partie de qui je suis. Puis finalement, j'ai accepté, puis ça a fait en sorte que j'ai commencé à m'intéresser plus au terrain. Tu sais, c'est comme sorti du monde des idées, puis c'est devenu un petit peu plus incarné là, à ce moment-là. C'est vraiment parlant, je trouve, tu sais, du changement de la perception qu'on a du féminisme, je trouve, ce que tu racontes. Full. Catherine, veux-tu poursuivre la ligne du temps avec tes milestones? Ben oui, bien sûr. Ben, tu sais, moi, je suis née au milieu des années 80, donc j'ai vécu, tu sais, mon enfance dans les années 90. Puis il faut se rappeler que ces années-là, ben, le féminisme au Québec, notamment, c'est un petit peu calmé les nerfs parce qu'on est à la période post-polytechnique. Mhm. On a l'attentat qui est arrivé en 1989. Fait que, tu sais, ce qu'on voit là, de l'époque, tu sais, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de féministes qui ont comme arrêté. J'ai envie de dire, tu sais, c'est même pas une question, c'était pas cool d'être féministe, c'est que c'était dangereux d'être Ouais, c'est féministe. ça. Puis les gens se cachaient un peu à la limite. Après ça, tu sais, il y a plein de trucs qui se sont faits, mais c'était comme un peu l'idée de base. Mais en même temps, je pense pas que les idées féministes étaient cachées. Puis mon premier milestone, j'avais envie de nommer, parmi toutes les émissions où on voyait des personnages féminins forts représentés pour les jeunes, mon préf, c'est sûr que c'est La Princesse Astronaute. Je sais pas si vous connaissez cette Ouais. émission-là. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça se passait là dans... En fait, c'était comme sur une autre planète. C'était on suivait la princesse Noémie, jouée par Pascal Bussière, qui était un personnage vraiment fort. Elle, son intérêt, c'était une princesse. Elle se faisait dire qu'elle devait comme suivre le protocole de la cour, mais elle, tout ce qu'elle voulait faire, c'était partir à l'aventure, construire un vaisseau spatial, aller voir d'autres planètes. Puis sa sœur, la princesse Cybèle, qui était complètement là, son opposé. Puis ce qui était vraiment cool, c'est que chacune de ces princesses-là avait une fée marraine, et la marraine de Noémie, c'était la fée Ministe. Ah, je me rappelle pas de ça, j'ai trop pas Moi catché non ça plus. étant enfant. Mais l'affaire qui est drôle pour avoir regardé tes épisodes là, quand même dans les dernières années, c'est que la féministe était jamais là. La fée... Ah, C'est bien chiant. Puis très souvent, quand Noémie allait comme l'appeler à l'aide puis dire comme je vis je sais pas quoi, viens m'aider, féministe, elle recevait genre un pigeon voyageur, puis le message qu'elle avait de sa marraine, c'était écoute, je suis occupée, je peux pas venir. T'es capable, vas-y, lâche pas, crois en toi. Ah, c'est quoi le message derrière ça? C'est bien drôle. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, au cœur des années Ouais. 90, tu sais, fait que j'essayais de me poser la question parce que c'était pas nécessairement super péjoratif comme représentation des féministes, mettons, mais c'était pas, mais tu sais, c'était pas très, c'était pas particulièrement glorieux, là. C'est vrai que Noémie arrivait à s'arranger toute seule, fait que, Ouais, c'est intéressant. en tout cas, je trouvais que c'était comme intéressant dans l'idée. Puis ça a fait aussi que, tu sais, j'ai l'impression d'avoir grandi dans l'époque « je suis pas féministe, mais mhm.
c'était la phrase qu'on entendait beaucoup à cette époque-là, justement, début 2000, c'était « Moi, je suis pas féministe, mais je vais te dire quelque chose qui veut dire que j'adhère à tous les principes féministes, mais je suis surtout pas féministe, tu sais. Mhm. » Mon autre gros milestone, ben c'est sûr que c'est la découverte du site Je suis féministe, des blogs féministes, plus largement du cyberféminisme, qui était comme une forme de féminisme qui était super, tu sais, qu'on voyait beaucoup là, à l'époque, tu sais, vers 2005, puis tout ça. Puis je me souviens un des questionnements qu'on se demandait toujours, c'est est-ce que c'est vraiment du féminisme en ligne? Ah ouais, Est-ce que hein? le cyberféminisme est vraiment une forme de féminisme? Parce que on dirait qu'on l'opposait au militantisme, mettons, des gens qui allaient dans la rue. Comme moi, j'ai l'impression que j'ai commencé à être féministe j'étais surtout féministe sur Internet. Puis il y avait toujours ce petit questionnement-là de genre, ouais, mais c'est pas vraiment du vrai engagement, c'est pas vraiment de la vraie militance parce que ça se passe sur Internet. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, tu sais, on est ailleurs, là, on a arrêté de délégitimer l'action qui se passe en ligne. C'était genre, d'une part, on se disait pas féministe, mais peut-être un peu. Puis après ça, ben, ah ouais, mais là, après ça, on fait pas du vrai féminisme parce qu'on le fait en ligne. Ouais. Fait que, genre du féminisme qui s'excuse d'exister presque, Mm. là, mais c'est ça qui a comme caractérisé le début de mon féminisme, là, puis mon entrée dans l'âge adulte. Je soupçonne que ça a un lien avec le fait que c'est jamais correct qu'est-ce que les femmes y font aussi, ce qui est une revendication des féministes aussi, de faire comme OK, mais on a-tu le droit d'essayer nous autres aussi puis que ça soit pas tout le temps parfait? Vraiment. Full intéressant. C'est malade parce que quand on a discuté comme de la prémisse de l'épisode, on a comme eu l'intuition de séparer temporellement le féminisme, mettons, de Marie-Hélène puis Catherine et celui de Laurie et moi en étant avant et après Beyoncé. Puis, ça rejoint full un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Pop Féminisme de Sandrine Galland, qui vient juste de sortir aux éditions Remue-Ménage, que je vous conseille vraiment de lire, c'est full bon. Sandrine Galland a tripe sur le féminisme pop, mais est vraiment capable de l'observer en faisant une critique, tu sais, approfondie, puis quand même, je trouve, tu sais, honnête, là. Elle sépare dans les féminismes pop les féministes qui sont, mettons, connus pour leur féminisme, mais qui sont grand public, genre Roxane Gay, qui a écrit Bad Feminist, tu sais, qui est vraiment comme connue, mais c'est ça, qui est vraiment connue pour son féminisme, mais qui est peut-être un petit peu plus une vulgarisatrice, mettons, que d'autres féministes académiques. Puis des femmes qui sont connues peut-être pour autre chose, puis qui intègrent le féminisme comme une corde à leur arc. Puis, tu sais, on assume, là, on n'est pas dans leur tête, mais peut-être un peu comme un argument de vente marketing aussi, ou comme un avantage comparatif, comme une mise à jour, comme Sandrine Galland compare ça à un nouveau modèle de iPhone qui était un nouveau modèle féministe. Puis c'est un peu de ça que je veux parler comme courant, comme actuel, contemporain du féminisme, mais comme Laurie a dit, on est déjà trop gériatrique pour être contemporaine, mais... On est contemporaine, mais au sens Maison Simons du terme, Oh genre. my God! Comme la ligne Ah, de vêtements. tellement! Ah, ça donne le goût de pleurer. C'est Tellement. tellement ça. C'est ça, l'autrice de féminisme pop, Sandrine Galland, elle note en fait un tournant au milieu des années 2010, entre, mettons, qu'est-ce que tu décrivais, Catherine, comme étant le bout de tout ce que personne ne voulait admettre qui était féministe, puis où le moment où tout le monde s'est mis à dire qu'il était féministe, alors que des fois, on peut dire really? Tu sais, c'est pas clair. Puis c'est l'année du fameux show de Beyoncé, je pense que c'était au MTV Awards, où il était écrit féministe en grosses lettres derrière elle pendant son show. On peut se demander pendant des heures si Beyoncé est réellement féministe, puis si elle n'utilise pas plutôt la carte du féministe comme une espèce d'argument avantage comparatif. Puis c'est plus ou moins peut-être important de le savoir, finalement. Selon l'autrice, quand on se penche vraiment sur les textes puis les mises en scène des vidéoclips puis des spectacles de Beyoncé, en fait, elle fait vraiment beaucoup de liens avec les écrits de féministes noirs puis avec la culture afro-américaine puis la culture africaine dont elle est issue. Puis ça permet comme une visibilité super importante à ces courants-là puis à ces autrices-là puis à ces penseuses-là. Mais pour d'autres personnes, tu sais, Beyoncé peut pas être considérée comme une féministe parce qu'elle fait partie de la culture capitaliste, tu sais, elle représente la culture capitaliste, même si elle la met peut-être à sa main, on peut en parler pendant des heures, puis on peut considérer complètement le contraire, qu'en fait, la brèche que fait Beyoncé dans le capitalisme sauvage pour parler de choses différentes est vraiment révolutionnaire, en fait. Puis c'est pas grave que ça soit entre les deux aussi. Ouais, parce qu'on vit tout dans le capitalisme, puis on utilise tout notre corps pour C'est ça. faire... On en a parlé à maintes et maintes reprises, là, tu sais, comme c'est ça la vie, tu utilises ton corps si t'es éboueur, si tu le montres en show dénudé, ou si
je sais pas, whatever, là, tu Ouais. travailles dans un bureau, tu sais. Puis académiquement, mettons, si je retourne à mes cours d'université, le féminisme, c'est utiliser genre la lentille du genre pour observer puis lutter contre les inégalités. Tu sais, c'est pas parce qu'une femme fait quelque chose de bolé, mettons, ou de rentable ou d'exceptionnel que c'est féministe. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment pointer puis Hmm. essayer de réduire les injustices puis les inégalités liées au genre. Puis les oppressions puis les violences. Fait que là, tu sais, en ayant ça en tête, tu sais, on peut se demander, est-ce que Beyoncé fait ça? Moi, je pense que un peu, puis un peu pas. Hmm. C'est comme la limite de l'étiquette girl boss, là, qui est de plus en plus ridiculisée, mais tu sais Mhm. que c'était, v'là, si on se replace, là, v'là 8-10 ans, là, justement, quand Beyoncé est sortie avec ça, tu sais, comme le girl boss, puis le Sheryl Sandberg, puis tout ça, tu sais, comme les jeunes entrepreneurs, là, c'était vraiment C'est ça, ça. le modèle de féministe qui était mis de l'avant, tu Mhm. sais, puis là, aujourd'hui, on en rigole un peu, là, Ouais, c'est c'est la change ça. des C'est hommes. ça. En tout cas, selon moi, c'est pas du féminisme si tu essaies juste de pouvoir être la nouvelle personne qui domine une société super inégalitaire, mais en tout cas. D'autres, mettons, personnalités connues qui font partie de ce tournant-là, Emma Watson, je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, Emma Watson qui jouait Hermione dans Harry Potter, que, tu sais, c'est un bon exemple d'une actrice qui a pas été connue pour son féminisme, mais qui maintenant est comme un peu devenue une icône féministe ou comme une icône pop qui a rajouté le féminisme à son aura de personnalité connue. Elle a fait un discours à l'ONU la même année, en Mhm. 2014, pour les droits des femmes. Elle était ambassadrice de la bonne volonté d'ONU Femmes. Mais ça fait partie du mouvement d'un peu de glamourisation du féminisme qui a commencé au milieu des années 2010. Puis elle s'est beaucoup impliquée dans les mouvements Time's Up puis MeToo aussi. Puis Sandrine Galland en parle full dans son livre aussi du mouvement MeToo parce que c'est intéressant. Puis tu sais, c'est un mouvement militant, puis c'est un mouvement de dénonciation des violences sexuelles. Mais est-ce que ça aurait fait autant de bruit si des femmes, en fait, super glamour, pas nécessairement qui se considéraient comme des féministes, qui sont des personnalités connues, super populaires, des vedettes, en fait, s'étaient pas réapproprié ou, en fait, approprié le mouvement MeToo qui était à l'origine parti par une féministe noire qui s'appelle Tarana Burke. Mais c'est parce que c'est sorti un peu de l'intime puis des cercles militants pour devenir un peu glamour, peut-être, qu'on en parle autant aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a quand même des bons et des moins bons côtés à cette espèce d'appropriation par le pop du féminisme. Puis, qu'est-ce qui peut être plate, c'est quand c'est pas vrai, en fait, quand c'est pas féministe. Puis, des fois, tu sais, ça peut arriver que des choses vont être étiquetées féministes pour aller attirer un certain public ou avoir une certaine notoriété, puis que ça sera pas du tout le cas. En tout cas, moi, je vois ça comme overly positif, le mouvement un peu pop féminisme qu'on voit. Je trouve ça nuancé, mais je pense que ça apporte plus que ça nuit, mettons. Ah, ok, ouais. Ok. Ouais. Ben, moi aussi, je rejoins ton point de vue parce que, tu sais, on se pose des fois la question comme à quel point, tu sais, mettons, le capitalisme qui récupère le féminisme parce que là, c'est en vogue, puis que là, tu vas avoir, mettons, des grandes chaînes de vêtements fast fashion qui vont faire des t-shirts marqués « Je suis féministe » ou whatever, là, comme un slogan très féministe puis très bold, là, tu sais, pas juste comme girl boss ou je sais pas quoi, mais vraiment comme féministe, là, par exemple. Puis, tu sais, c'est ça, je me dis, dans une certaine mesure, comme, c'est de la merde parce que, tu sais, c'est du fast fashion, c'est de capitaliser sur justement, la trend pour vendre. Mais d'un autre côté, tu sais, si toi, t'es jeune puis que tu vois que dans un grand magasin populaire, il y a des chandails marqués féministes, c'est sûr que t'as comme une... C'est une tu sais, c'est pas normalisation un péjoratif peu, être ouais. féministe, là, comme nous, ça l'était. Oui, absolument. Pour finir notre ligne du temps, étant le bébé de la gang, je Mhm. vais terminer avec mes icônes féministes à moi. Mais quand je me suis posé la question, mettons, j'ai réfléchi à mon enfance ou aux premières figures de personnages féminins forts qui m'ont marqué. Puis les deux qui me sont venus en tête, puis j'ai pas réécouté là, les émissions ou le film en vue de l'épisode, fait que ça se peut que mon jugement soit biaisé, mais les deux qui me sont venus en tête, c'est Madame Bille en tête du Bic Magique, du bus magique, que je pensais qu'il s'appelait Madame Biantech, puis ça voulait rien dire. Puis là, sur Internet, j'ai trouvé c'est Billes en tête, c'est juste que c'était avec l'accent français. Fait que voilà. Et la prof dans Mathilda. C'est ça, je sais pas pourquoi les deux me sont venus tout de suite en tête, mais tu sais, comme le fait qu'il y ait des rôles d'enseignante,
Je pense que c'est vraiment pas étranger à pourquoi moi je les estime comme ça, pourquoi ils m'ont marqué, parce que j'ai encore aujourd'hui la conviction que c'est par là que les changements sociaux passent, puis c'est vraiment par l'éducation, tu sais. Hmm. Puis ça me Mhm. tente de faire un petit clin d'œil tant qu'à y être, parce qu'avec les conditions de travail actuelles des profs puis des éducatrices et des éducateurs en garderie, c'est pas génial. Fait que, tu sais, ça reste une inégalité qui est marquante dans tous les domaines liés à l'éducation parce que c'est conçu comme tellement Ben féminin. oui. Puis juste le goût de dire Mhm. bravo, toute votre gang, de continuer pareil parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui pensent de façon progressiste et réfléchie pour Mm. éduquer nos enfants. Fait que ça, c'était mon point 1, les profs de mes émissions d'enfance. Point 2, c'est probablement mon deuxième milestone. Moi, c'est Rent, la comédie musicale. Je suis fan finie. Puis ça a changé ma vie. Puis je peux pas faire semblant, mais bien longtemps, là, moi, mes balbutiements féministes ont vraiment été déclenchés par mes réflexions Ouais, sur le queerness. Fait à l'inverse, j'ai vraiment développé le ouais. côté réflexion queer qui m'a Uh-huh. amenée au féminisme. Même si j'étais pas out sur quoi que ce soit ado, mettons, je baignais vraiment plus dans la réalité des ados queer en région parce que je la vivais, même si je la nommais pas. Puis c'est cette Mhm. marginalisation-là qui a été le fondement Mm. de mes questionnements. Fait que c'est un milestone personnel, là, mais je pense que pour ma génération, il y a quand même ça, entre autres. Là, le queerness fait partie intégrante du féminisme, ce qui m'amène Mhm. à dernière personnalité milestone, qui serait, je crois, Lady Gaga, qu'on peut aussi se poser la question, c'est féministe, elle est féministe ou pas, Oui, puis c'est elle a ça. dit oui des bouts, Full. non des bouts, fait que tu sais, Mm. c'est dur à suivre, mais elle a créé beaucoup de remous, elle a refusé les standards de beauté puis les normes de genre de façon super explicite puis publique. Elle a été étudiée beaucoup, là. Il y a même, tu sais, il y a un livre, le livre de Jack Halberstam, qui est comme Gaga Feminism, puis un courant qui est Mhm. étudié dans les gender studies Mhm. américains, qui est comme vraiment, c'est ça, le C'est fou. féminisme de Gaga, auquel même Simone de Beauvoir est ramenée, là, comme si c'était une Gaga féministe, là, c'est genre, en tout cas, Ah ouais, ouais, hein? c'est vraiment Voir des Wow. féministes du intéressant. passé s'ils adhèrent Ouais, ouais, Ouais. au ouais, gaga féminisme. exact, parce que c'est pas juste Ouh! elle, là, c'est comme, elle est comme la tête du Ouais. mouvement, mais puis c'est ça, je trouve ça intéressant que son féminisme, qui est vraiment intrinsèquement lié au queerness, ait autant marqué ma Ouais. génération, tu sais. Tant qu'à être dans mon sujet préféré, je trouve que c'est un maudit bon moment pour se demander, y a-tu encore une différence entre la militance féministe puis la militance queer? Puis si les deux tendent plus à s'associer, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ben, perso, moi, j'ai le goût de dire que je le vois encore, puis je le vois beaucoup encore au Québec. Tu sais, une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment plus été attirée par le féminisme américain, en tant que jeune adulte, c'est la place qu'il faisait aux réflexions queer puis sex positive, puis je retrouvais pas assez ça. Je pense que plus ça va, plus ça tend à pénétrer le mainstream là, québécois, mais ça a pris du temps, puis il y a eu beaucoup de déchirures au sein de groupes féministes dont j'ai été témoin à cause de ça. T'sais, on était vraiment divisés en deux camps, là, Ah puis ouais, hein? Mm. ça m'a un peu dégoûtée, en fait. Puis c'est pour ça que j'étais contente de militer dans du non-mix queer. Je me sentais bien plus à ma place là, mettons, que dans des espaces peut-être plus traditionnellement féministes, non-mix, mais que je trouvais un peu trop guindés puis plates, en fait. Toi, Catherine, t'as-tu une réflexion par rapport à ça? Ben oui, ben, j'ai moins milité dans des espaces queer que Marie-Hélène, ça c'est sûr, sauf que j'ai vu dans du féminisme mainstream comme, tu sais, justement un féminisme très blanc puis très hétéronormatif puis même limite Mm. homophobe. Je suis comme, j'aimerais ça dire comme pour moi, tu sais, je suis d'accord avec toi, ce que tu disais, Laurie, tu sais, pour moi, le féminisme puis le queer maintenant, ça peut plus se se dissocier, là, tu sais, ça va ensemble, mais pas pour tout le monde, c'est ça l'affaire, puis je pense que c'est vraiment si c'est pas carrément de l'homophobie et de la transphobie, parce que ça, Chris, c'est oui. une autre affaire, là, tout dans les espaces non mix pour femmes, c'est comme c'est un enjeu, là, de voir comment ou pas les personnes trans et ou les personnes non-binaires sont intégrées là-dedans. Mais, mais c'est ça, c'est soit carrément de l'homophobie ou de la transphobie, puis sinon, c'est
c'est juste de l'hétéronormativité, tout simplement, là. Fait que Ouais, c'est c'est... clair. Je nous ramène vers, la lumière. Non, c'est une joke. Mais c'est comme, c'est mon classique, moi j'aime ça, genre tout débattre, puis après faire: «Non, mais peut-être que c'est pas si pire». Ouais. Mais puis je suis peut-être Mhm. utopiste, mais j'ai l'impression que, mettons, les TERF qui sont, c'est ça là, les pires des pires, au niveau des féministes, transphobes, hem, ben, j'ai Sérieux. l'impression qu'ils vont pas trouver tant de relève que ça, puis que peu à peu, ça va finir par s'essouffler parce que les générations qui suivent la nôtre sont vraiment Mm. mieux éduquées au niveau des enjeux queer. Puis c'est pas Mm. entre autres parce qu'ils sont d'ailleurs plus queer, puis j'ai comme fait des recherches là-dessus parce que c'était juste une impression, mais c'est vrai, aux États-Unis, c'est un Gen Z sur 6 maintenant qui s'auto-identifie comme LGBT, selon l'étude. Puis là-dedans, il y a Mm. 72 de personnes bisexuelles, just saying. C'est 50 chez les millennials, on va dominer le monde bientôt, ça s'en vient. Puis c'est normal, c'est logique quand on y pense. Puis, ici, là, dans le très large ici, selon Statistique Canada, 30 des personnes LGBT sont âgées de 15 à 24 ans, pour une strate de la population qui est de 14. Fait que, tu sais, c'est quand même mon argument, je pense qu'il tient la route, Quand là. Il y même. a de plus en plus de générations queer. Yeah. Puis ça me fait penser que si le féminisme se détache de ces luttes-là, il perd au change, puis tu Ah, sais, mais tellement. c'est ça. Parce que c'est les mêmes inégalités, les Ben inégalités oui. basées sur le genre, la misogynie, puis of course, Mhm. le maudit patriarcat, ben, sont à la base des discriminations des Ben oui. femmes cis, mais aussi des discriminations contre les personnes trans, gays, queer. Mhm. Fait que c'est pas tout à fait comme s'attaquer à deux choses différentes. T'sais, c'est le même ennemi, c'est le même objectif d'égalité, d'acceptation. Fait que Mhm. pour moi, c'est comme inévitable que ça va finir par prendre le bord. Ça tient pas la route des arguments qui vont pas dans ce sens-là. Mais tu sais. Laurie for Prez. Ça fait que là, à ce temps que j'ai fait mon monologue sur mon agenda queer évident, puis qu'on sait que l'avenir est queer, hein, on le sait, on peut se recentrer pour parler d'avenir en Ouais. général. On a parlé en masse de nos générations à nous, mais tu sais, j'élève présentement des enfants, je sais que Catherine aussi, puis je sais qu'en tant que parent, ou que n'importe qui côtoie, qui travaille avec des enfants, qui est en contact avec Mhm. des enfants, on travaille vraiment fort à leur donner tous les outils qu'on pense qu'ils sont les meilleurs pour que ces enfants-là vivent le mieux possible. On se questionne, on creuse dans nos valeurs pour leur transmettre vraiment ce qui est essentiel ou positif pour eux. Puis ça me fait prendre conscience de façon tangible que ce qu'on fait actuellement, puis ce que d'autres ont fait avant nous, puis pour nous d'ailleurs, c'est de poser les bases d'une génération avec comme l'espoir de quelque chose de meilleur pour eux, sans vouloir mettre la responsabilité de vous devez faire mieux, juste qu'est-ce que nous, on peut vous offrir pour que ce soit mieux, pour que votre vie soit Mhm. toujours de mieux en mieux. Ouais. Puis j'ai le goût de vous demander, vous autres, qu'est-ce qu'on voudrait souhaiter à ces générations-là? Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir? Moi, j'ai envie, mon souhait, c'est que la curiosité puis l'empathie soient partagées par toutes les générations. Parce que je pense que euh, faut reconnaître que c'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on sait tout puis qu'on n'a plus rien à apprendre. Mais en même temps, ça veut pas dire parce qu'on est vieux qu'on n'a plus rien à contribuer aussi. C'est ça, je pense, c'est juste que tout le monde soit curieux des autres puis des autres générations puis pas fermé puis pas sectaire. Tout le monde Ah, partage la c'est curiosité puis beau. l'empathie. Bolé. Marie-Hélène. Ça rejoint un peu ce que Catherine a dit. J'ai utilisé le mot compassion tantôt. Puis Mm. moi, je pense que ce que j'ai envie de souhaiter à la génération montante, c'est qu'elle se sente outillée pour parler de ses émotions, les reconnaître, les processer, puis être capable de s'offrir de l'autocompassion parce que tout part de là. Puis quand tu t'acceptes mieux, puis t'es moins en guerre contre toi-même, ben forcément, t'acceptes mieux Mm. l'autre, puis t'es moins en guerre contre Ah, l'autre. C'est On leur beau. souhaite. Alex, fais-tu un souhait? Ouais, moi, j'espère qu'ils se feront pas mettre, genre, le sort du monde entre les mains. Mhm. Parce Mm. que faut tellement faire attention de pas faire ça, comme puis on a le réflexe de le faire puis de dire les jeunes vont sauver le monde, mais ça a été fait avant, personne n'a sauvé le monde, les boomers ont pensé qu'ils allaient sauver le monde. Ils ont choqué ça, là, la gang, ils ont choqué ça. C'est tout de votre faute, Oh les non! Mais non, boomers. c'est ça, c'est tout de la faute de tout le monde. Puis, Deux Fifs le matin ont fait un épisode récemment sur la vieillesse queer, puis ils parlaient beaucoup de Mm. ça. Puis ça m'a beaucoup rejoint, puis je me suis sentie comme personnellement visée, fait que ça m'a fait réfléchir dans les actions puis les mots que j'utilisais. Mais ils parlaient de déresponsabilisation, en fait, Mhm. des générations ou des personnes qui vieillissent par rapport aux personnes des générations, entre guillemets, plus jeunes. Puis
Puis c'est vrai qu'il faut pas faire ça. Puis la transmission intergénérationnelle, on en a parlé, moi et Fleury, dans notre saison passée, c'est full important. Puis genre, ça sert à rien de rien faire si on le transmet pas aux personnes qui viennent après. Je souhaite qu'on leur mette pas tout de suite dans les mains puis qu'on continue de travailler ensemble à la place. Puis je veux juste réagir par rapport à la transmission générationnelle, tu sais, dans une perspective queer. Le drame, je pense, pour notre génération de queer, Ouais. c'est qu'on en a perdu tellement une grosse gang à cause du VIH-Sida, tu sais. Comme, il y a presque une génération qui est disparue, puis il y a très peu de queer elders, puis essayons peut-être de devenir éventuellement ce qu'on n'a pas pu recevoir, tu sais, comme d'être des bons queer elders, puis d'aider les jeunes à naviguer la militance puis les prises de position publiques, tu sais, je pense que c'est Oui, nécessaire. absolument. Puis oublions pas aussi qu'il y en a une maudite gang qu'on a perdue, mais il y en a une gang qui reste, puis ça vaut la peine aussi d'écouter les revendications de ce Also. monde-là. Puis on a tendance à cracher aussi sur les hommes gays blancs qui sont riches puis qui se sont ramassés à la tête de compagnie, mais comme c'est aussi des gens qui ont... Tu sais, je suis super anticapitaliste, là, j'haïs le capitalisme, mais comme ces personnes-là, c'est aussi des gens qui ont survécu à la crise du VIH-Sida puis qui auraient Yeah. des affaires à nous apprendre à l'extérieur de leur position au niveau du capitalisme, je pense. Tout à fait. Je me souhaite à moi d'être capable de suivre les prochaines générations puis d'être utile encore par mon expérience puis mes compétences que j'aurai acquis, on espère. Mais je leur souhaite que notre génération ou les nôtres soient assez humbles puis vieillissent pas de façon amère. J'ai comme le goût de qu'on s'engage aussi. Tu sais, comme moi, j'ai le goût de m'engager envers ces générations-là. J'ai le goût de m'engager à pas arrêter de faire de mon best, genre à essayer de pas me retirer complètement des luttes importantes de mon époque, même si je suis trop vieille pour qu'elles me servent à moi. Je veux essayer de... J'espère que je réussirai, j'espère que ça va être ça l'avenir, mais c'est ça, je m'engage à faire de mon best pour, c'est ça, pas me retirer puis continuer d'être à l'écoute de c'est quoi les besoins pour ces personnes-là qui vont continuer de vivre une fois que je serai plus là, tu sais. Moi aussi. On On s'engage. s'engage comme Jésus à aider son prochain. Yeah! Voilà! Sur cette note, ma foi chrétienne. Merci la gang d'avoir joué avec nous, c'était donc bien le fun. Ah, c'était si C'est le donc bien le fun! fun! Merci d'être venu voguer avec nous sur des eaux, ma foi, très pop et Oui, très Tout à agréables. fait. c'était frais. C'était un beau mix. Puis on s'en va conclure ça chacune de notre bord. OK, bye! 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 Quel bel épisode! Je suis tellement contente d'avoir fait ça avec Tout Pantoute et avec toi, Marie. Comment tu te sens? Ben moi aussi, comme full gratitude, là. Merci encore de nous approcher. Je pense qu'on n'aurait pas osé approcher la gang de Tout Pantoute pour leur proposer cette collaboration-là. Fait qu'on est super contente qu'elle soit venue vers nous. Puis écoute, au plaisir de collaboration future avec elle, avec d'autres. Hein? Sky's the limit. Nous autres, on veut collaborer avec tout le monde. Puis toi, comment ça va, Catherine? Ben, écoute, j'ai déjà dit un peu, mais ça va très bien. Puis même, cet épisode-là m'a enfin réconciliée avec le terme millénial. J'étais super réticente. Moi, je voulais pas du tout être une milléniale. Puis on dirait que j'ai comme compris mieux c'est quoi les milléniaux. Et je suis comme, oui, ça va, j'en fais partie. Et même si je fais partie des vieilles milléniales, mais je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode-là. Puis quelle belle rencontre avec Tout ou Pantoute. Vraiment, Alexandra Laurie, merci. Puis, ben, cher auditoire, on veut savoir ce que vous avez pensé de cette belle collaboration, de cette belle discussion à 4. Est-ce que vous connaissiez déjà Tout Pantoute? Avec quel autre balado cool vous aimeriez qu'on collabore? Vous pouvez nous envoyer vos suggestions sur les médias sociaux. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado. Et bien sûr, allez donner de l'amour à Tout ou Pantoute sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Vous allez les trouver sur Facebook et sur Instagram. On vous met les liens partout. Puis, parlant de médias sociaux, on va rester comme légèrement active là, sur les médias sociaux durant le temps des fêtes d'ici à notre retour en janvier. Fait que continuez de nous suivre, de nous jaser. Et puis, encore une fois, on vous souhaite un excellent temps des fêtes et une bonne année 2022. Nos meilleurs vœux pour la prochaine année. Bon bye-bye! Y en a-tu un bye-bye cette année? On sait pas. Hey, sérieux, je sais pas. En tout cas, s'il y en a un, on se souhaite qu'il soit bon. Bye!